À l'ouest de la Namibie, c'est le plus vieux désert du monde. C'est des dunes rouges à l'infini. Ce rouge à perte de vue, c'est superbe. Par rapport à cette immensité, l'être humain est tout petit. Ben, Ça nous rend humble en fait. Sylvie et Jean-Marc en rêvaient depuis 15 ans. Fouler le sable rouge de Sossusvlei. 40 000 siècles d'histoire. Un de ces endroits de la planète où la présence d'êtres humains ressemble presque à une anomalie. C'est un chacal? Une nature grandiose et inhospitalière où ils ont choisi de passer leurs vacances. Ça c'est de la plage. Ouais. Il n'y a personne. Effectivement, la mer est un peu loin. Un séjour comme une thérapie, loin de la France, de leur stress et de leurs coups de cafard. Et regarde, t'as aussi un coléoptère là. Le vrai repos, c'est le repos psychique. La plus grosse fatigue, c'est la fatigue psychique et mentale. On se remet plus facilement d'une fatigue physique, on s'en remet une bonne nuit et puis ça passe. Donc vous venez soigner un peu votre stress Ouais. de français ici? Oui, oui, c'est sûr. Ce sont les dernières terres vierges de la planète, des lieux de rêve et d'aventure qui attirent des dizaines de milliers d'Occidentaux Ouais, on essaye. venus y cultiver un début de sagesse ou renouer avec leur âme d'enfant. Embouteillage. Embouteillage. Mais les déserts sont des milieux fragiles, des problèmes écologiques au déplacement de population. Dans certains pays, ce tourisme d'un nouveau genre peut aussi causer de nombreux problèmes et transformer les voyageurs occidentaux en une proie pour le nouveau business des sables, celui de la prise d'otages. Ils sont pourtant toujours plus nombreux à répondre chaque année à l'appel du désert. Good morning, good morning. Dennis. So we'll get it hot. On va faire monter la chaleur et se préparer à décoller. En Namibie, pour comprendre toute la magie du désert, il faut s'élever en même temps que le soleil, à cet instant de la journée où le vent a rendez-vous avec la lumière. Pour diriger le ballon, nous allons monter et descendre. Moi, je ne peux pas tourner à droite ou à gauche. Je ne peux que me déplacer au gré du vent. Libre comme l'air, qui décide seul du sens de leur voyage et qui parfois aussi suspend son vol. Ces petits points là-bas, ce sont sûrement des oryx. On est totalement hors du temps et hors de ce qu'on peut voir ailleurs. L'absence totale de population, finalement la terre à l'état brut. Surtout c'est beau. On est presque sur une autre planète quand on regarde. On n'a presque l'impression de ne pas être sur Terre. En tout cas, l'impression d'être dans un endroit unique. Ça, c'est certain. Sûr. Alors, La Namibie a fait le choix d'un tourisme haut de gamme. Alors pour prolonger la magie de cet instant, rien n'a été laissé au hasard. 1, 2, 3. There you go. Well done. C'est pas mal quand même. Hein. Au beau milieu du désert, un buffet grand luxe qui propose quelques spécialités typiquement namibiennes. Il y a du salami de gibier, surtout de l'oryx et de l'antilope. Et les tranches très foncées ici, c'est du zèbre fumé. C'est très bon aussi. Ce qui est rare est cher. Et c'est là tout le paradoxe. Le désert est un produit de luxe. Pour Jean-Marc, qui est notaire, et Sylvie, secrétaire de direction, il se décline même en version 5 étoiles. Il y a la piscine,
Ici, les chaises longues, un sofa pour se relaxer. Et si vous voulez dormir sous les étoiles, on peut vous installer le lit à l'étage, sur le toit terrasse. Vous en pensez quoi? C'est parfait. Magnifique. Ouais. C'est extraordinaire de trouver ça à cet endroit-là. C'est des matériaux qui sont simples, qui sont en accord avec la nature. C'est juste ce qu'il faut, c'est parfait. Pour 15 jours en Namibie, ils auront dépensé 24 000 €. C'est le prix d'un tel luxe au pied des dunes. Là, on est dans le désert. On voit les dunes rouges. Mais au-delà du prix, ce type de séjour n'est pas forcément celui qui attire le plus les vrais mordus du désert. Pour vivre pleinement leur voyage, certains renoncent au contraire à toute forme de confort. Au nord-est du Tchad, dans l'Enedi, l'une des régions les plus inaccessibles du Sahara. Les instruments modernes, avec ça, il n'y a plus besoin de guide. C'est par où alors? Par là. Ils sont enseignants, journalistes ou ingénieurs. Leur point commun, la passion du désert. Par 40 degrés à l'ombre, leur voyage ne ressemble pas vraiment à des vacances. Après 6 heures d'avion et 3 jours de 4x4 depuis N'Djamena, la capitale, c'est à pied et sans guide qu'ils parcourent le désert tchadien. Oh là là. Extraordinaire, mais c'est incroyable. Magnifique, hein. Moins de 100 touristes par an parviennent jusqu'à ces sites uniques au monde. Ils recèlent un trésor archéologique visible à même la roche, les peintures rupestres. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a des bœufs, on a des chèvres. L'occasion de se prendre quelques instants pour de vrais explorateurs. Qu'est-ce que ça peut être, cette... Il y a un tout petit personnage, regarde, tout petit. C'est son bébé, son enfant? Tout petit. Il y a 8000 ans, l'eau coulait encore en abondance dans le Sahara. Sur les murs de ces grottes, les hommes de l'époque en ont laissé la trace. Ouais. Et c'est pas une girafe, Ouais, c'est peut-être ça. Là. Ah si, regarde. Ah, bah tu vois. Notre première girafe. Notre première girafe. La girafe, ça veut dire que c'est plus ancien? C'est plus ancien, la girafe. C'est les Ouais. plus anciens. Et ça donne vraiment l'impression d'être privilégié, d'arriver à voir ça, mais avec une telle quantité, si librement, comme ça, juste en se promenant, c'est incroyable. Certains de ces voyageurs chevronnés ont déjà arpenté presque tous les déserts du monde. Comme Andrea Vogel, un authentique aventurier qui a déjà marché seul 2000 km dans le Sahara pour le plaisir. À pied, on est à la bonne vitesse pour vivre pleinement la spécificité du désert. Son calme, ses détails et ses couleurs. Pour ces 10 jours dans le désert, ils n'ont emporté que le strict minimum. De l'eau, des tentes et quelques vivres. Après une journée de marche, les portions de riz sont plutôt modestes. Venir ici, c'est pas le concept classique de vacances. C'est plutôt autre chose qu'on vient chercher ici ou qu'on vient faire ici. Retrouver des sensations qu'on n'a pas tous les jours et puis c'est assez éprouvant quand même. Nathalie est professeure de gymnastique. C'est la seule néophyte du groupe. Et pour sa première expérience du désert, une bonne dose d'humour est nécessaire. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas mangé. Attends. Un confort spartiate, à un prix 6 fois moins élevé qu'un séjour grand luxe en Namibie. Bonne nuit. Mais leurs efforts vont être récompensés. Après une courte nuit sous la tente, ou à la belle étoile, la faim et la fatigue de la veille semblent vite oubliées. C'est beau ce matin, là. On découvre ce qu'on n'a pas vu hier soir. On était loin de s'imaginer qu'il y avait des montagnes quand même. Bonjour. Ça va?
Quelques minutes de rêve et de contemplation avant de revenir à des réalités beaucoup plus terre à terre. Je ne peux pas me doucher, et il paraît que les chameaux ont un très bon odorat. Ici, pas une goutte d'eau ne peut être perdue. L'hygiène à l'occidental est donc un luxe superflu. Près de 2 semaines sans la moindre douche. Mais pour eux, ces conditions extrêmes font partie du voyage. C'est difficile, mais c'est très agréable au final. Ce sont des voyages qui sont salutaires. Moi je le conçois comme une cure de jouvence. Une espèce de rupture avec le consommateur occidental, je sais pas. Et puis voilà, quand tu vois ça, c'est énorme. C'est énorme. Au bout de la route, après des jours de voyage, un de ces lieux qui font la légende du désert. La Guelta d'Archei. Une cathédrale de pierre où les chameaux viennent étancher leur soif et où leurs cris de joie composent une étonnante symphonie. Ça vous inspire quoi, cet endroit? Le respect, moi. Le respect, l'humilité. Et c'est très très émouvant pour moi. Enfin, vraiment. Envie depuis si longtemps de voir ça. Puisque c'est la première fois. C'est con, hein, mais bon. Ce son, où est-ce qu'on trouve encore ça sur cette terre? Il n'y a qu'ici qu'on peut l'entendre et le voir. C'est un peu comme si on était parvenu jusqu'au bout du monde. Il n'y a presque plus d'endroits comme ça sur notre planète. Des lieux d'autant plus rares que les déserts sont aujourd'hui devenus des espaces menacés. À plus de 3000 km de là, les dunes de Merzouga au sud du Maroc. C'est ici que tous les ans, Damien vient s'amuser avec ses amis. Ils arrivent du nord de la France pour s'adonner à leur passion, le buggy. On a l'impression qu'on vole presque, hein. On a une sensation de liberté, de grands espaces. On sent même plus le sol, ça monte, ça descend. Il n'y a pas de secousse, c'est souple, comme si on volait. On est des oiseaux du désert. C'est un grand, très grand bac à sable pour des grands enfants, on va dire. Merzouga, probablement les plus belles dunes du Sahara. Mais le tourisme est peu à peu en train de transformer ce site exceptionnel en un vaste parc d'attractions pour occidentaux. Il y a 15 ans, la ville comptait 5 hôtels. Aujourd'hui, il y en a 77. Les dunes sont un business en or. Entre la balade en chameau et les sorties en quad, ici le désert ressemble à un défouloir. Et en la matière, l'imagination des touristes n'a à peu près aucune limite. Bah, ça glisse pas très bien en fait, hein, le sable. Moins bien que la neige en tout cas. Mais c'est fun. Ah ouais, c'est super fun. Puis on bouffe du sable. Allez, c'est parti! Des jeux qu'ils pratiquent en toute insouciance, persuadés d'être en osmose avec l'esprit du désert. On dit c'est pas nous qui laissons la trace dans le désert, c'est le désert qui laisse sa trace dans nous. Et c'est vrai, quand on vient, après on est marqué, on n'a qu'une envie, c'est de revenir le plus vite possible. Les traces de leur passage sont pourtant bien visibles. Il suffit de faire quelques pas derrière les dunes pour s'en rendre compte. Tu vois, ça c'est une des places où les personnes jettent la poubelle. Depuis 3 ans, Mathias Bazano travaille à Merzouga pour une ONG espagnole. Avec l'arrivée des touristes, il a vu se dégrader l'environnement. Comme ces décharges sauvages, où les ordures attendent souvent plusieurs semaines d'être brûlées dans l'unique incinérateur de la ville. Mais il y a pire, c'est le problème des eaux usées des hôtels.
cette humidité, ce n'est rien d'autre que l'eau qui vient des fosses septiques. Donc c'est très sale? C'est très sale, bien évidemment. C'est de l'eau qui est en contact avec les déchets, l'urine, etc. Cette eau-là, elle va dans la nappe phréatique? Bien sûr, celle-là est connectée avec la nappe phréatique. Les puits, il va se mélanger avec l'eau de l'aquifère. Les pompes, ils vont la prélever, ils vont l'envoyer dans les maisons, dans les auberges. Et certaines familles vont boire. Elles vont boire cette eau-là? Ils vont boire, on va dire, ils vont pouvoir avoir des problèmes avec une contamination, une pollution biologique de la nappe phréatique. Une nappe phréatique contaminée et bientôt asséchée. Un touriste consomme en moyenne 3 fois plus d'eau qu'un Marocain, sans parler des piscines qu'il faut remplir. Alors les hôtels ont fait creuser des puits, une centaine en tout, pour contourner le réseau public, confisquant l'eau nécessaire à la vie des populations locales. De plus en plus, le tourisme est en train de réduire les ressources disponibles dans ce cas l'eau pour l'agriculture. Et ça, c'est un problème très grand parce que ce n'est pas seulement un problème économique, c'est un problème culturel. C'est des communautés qui se sont construites à l'aventure d'un développement agro-pastoral. Et maintenant, ils n'ont plus ça. Donc maintenant, il se trouve d'avoir seulement le tourisme. Et ça va être de plus en plus comme ça. Déjà, on trouve plusieurs parties de l'oasis qui sont ensablées. Ils sont ensablées parce qu'il n'y a plus d'intérêt à cultiver. Des Marocains ont décidé de réagir. Ce matin, pour les habitants de l'oasis de Mhamid, c'est jour de nettoyage. Il faut que vous repériez tous les déchets et que vous les ramassiez. Et attention, ne mettez pas les boîtes de conserve avec les bouteilles en plastique. Alice Baye dirige une association de défense des nomades. À Mhamid, comme à Merzouga, l'arrivée du tourisme fait sentir ses effets. Alors c'est une poubelle improvisée et ce qui est grave, c'est une canalisation d'irrigation pour la palmeraie. Pour sauver son oasis, Ali est aussi parti en guerre contre le défilé permanent des voitures et des motos qui détruit le mode de vie des nomades. Comme celui d'Omar, le berger. Moi, je sais pas qui sont ces gens. Hein. Ils viennent de nulle part, ils passent à toute vitesse, on leur demande ce qu'ils font là et ils nous répondent même pas. Ce jour-là, les voitures traversent sans même le savoir un espace vital pour les nomades, l'un des rares lieux de pâturage de la région. Pour eux, il y a une zone de défoulement, point. Parce qu'il n'y a aucune connaissance ni du terrain, ni de l'impact sur les gens, ni du respect de l'environnement. Mais si la présence des touristes cause des dégâts, leur départ peut avoir des conséquences encore plus graves. Aujourd'hui, la plupart des destinations sahariennes sont considérées comme des zones à risque. Le terrorisme a déstabilisé le tourisme dans la région, privant des pays entiers de rentrées d'argent vitales pour leur économie. Tempête de sable sur l'aéroport d'Attar, en Mauritanie. Mais la télévision nationale n'aurait raté l'événement pour rien au monde. Plus d'1 an qu'aucun avion n'avait atterri sur cette piste. À son bord, quelques touristes français, mais surtout des agents de voyage, invités par le ministre du Tourisme, qui les accueille sur le tarmac. Ah, félicitations. J'espère que ce n'est que le début et ça va présager des jours meilleurs. L'espoir du ministre, relancer en Mauritanie un tourisme qui s'est brutalement arrêté le 24 décembre 2007. Au bord d'une route mauritanienne, 4 voyageurs français meurent sous les balles des terroristes d'AQMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb. Dans les mois qui suivent, plusieurs touristes et humanitaires occidentaux sont pris en otage et les Français sont désignés comme une cible prioritaire. À la demande des autorités françaises, les tours opérateurs quittent le pays. Ils n'y sont pas revenus depuis 4 ans. À Chinguetti, ancien fleuron du tourisme mauritanien, Vincent Fonvielle nous emmène visiter cet hôtel où son agence de voyage envoyait plusieurs centaines de touristes par an. Voir la terrasse. Les lieux sont aujourd'hui à l'abandon. Bon, c'est des endroits qui étaient assez vivants quand il y avait du monde. Voilà, il n'y a plus personne. Plusieurs dizaines d'employés de l'hôtel ont dû quitter les lieux.
seul le gardien fait de la résistance. On était une douzaine de permanents dans l'hôtel. Mais il y avait en plus tous les guides et les chameliers qui organisaient les sorties. En tout, 60 personnes vivaient grâce à l'hôtel, sans compter leurs familles. Chinguetti, ville fantôme, où une quarantaine d'hôtels et de restaurants affichent tous portes closes. Pourtant, certains tour opérateurs, comme Gérard Guerrier, affirment que le risque terroriste serait sous contrôle et qu'il pourrait y ramener des touristes. Mais la loi française les en empêche, à cause de cette carte du ministère des Affaires étrangères, qui classe Chinguetti en zone rouge. La loi vous dit que si vous envoyez des clients, par exemple en zone rouge, il vous arrive un pépin, eh bien vous allez payer tout ce que l'État va engager pour récupérer vos clients. Je vais risquer ma boîte, parce qu'en fait je coule ma boîte si je fais ça. Depuis l'arrêt du tourisme, la famine se répand dans cette région, déjà durement frappée par la sécheresse. Privées d'une de leurs seules sources de revenus, 20 000 personnes seraient aujourd'hui menacées. Sur le bord de la route, nous sommes attirés par les cris d'un animal. T'as vu ça pour charger un chameau? Triste fin pour ce chameau qui vient d'être vendu à la boucherie. Il y a quelques mois encore, il transportait des touristes. Mais depuis peu, faute de clients, les chameliers de la région ont dû se résoudre à se séparer de leurs animaux pour continuer à gagner leur vie. D'autres n'ont déjà plus rien. Et pour survivre, ils ne peuvent plus compter que sur le travail des humanitaires. Ça va, moi, Chine? Comme tous les matins, Bonjour, Geneviève Courbois est très attendue. Oh, salam alaikum, mes chéris. Comment ils vont, mes petits chéris? Ils sont plus de 600 enfants à survivre grâce à celle qu'ils appellent Aïcha. Bonjour. Je les aime tous, mais il y en a que j'ai vraiment sorti du fond et celle-là, elle est déformée de partout, mais je l'adore. Je l'adore. Là, voilà. C'est ma petite Dekbaga. Ici, les enfants viennent d'abord pour être nourris. 1 sur 10 souffre de malnutrition aiguë. Et pour certains, cette bouillie sera le seul aliment de la journée. Tu vois, ces enfants, il faut patienter. Là, il y en a qui n'ont pas mangé ce matin, regarde ça. Autrefois, Geneviève était guide touristique en Mauritanie. Aujourd'hui, avec des moyens de fortune, elle consacre sa vie à la protection et à l'éducation de ses enfants. En fait, l'arrêt du tourisme, c'est une catastrophe pour ces enfants. C'est pas une catastrophe, c'est des enfants qui en meurent. C'est des enfants qui en meurent, mais il faut en être conscient et il faut le dire. Et moi, ici, cette maison, c'est la maison du bon Dieu, j'allais dire. Parce qu'ils viennent, ils savent qu'ils ont à manger. Nous avons un devoir, nous les Français, de sauver ce pays et de faire revenir les touristes qui amenaient de quoi nourrir toutes ces familles. Dans les locaux de son ONG, nous faisons la connaissance de Kaber, le papa de la petite Dekbaga. Il était chauffeur pour les touristes. Ruiné, il survit aujourd'hui avec ses enfants dans le quartier d'Aknamarit, le bidonville d'Attar. Salam alaikum. Combien tu as d'enfants? 5 enfants. 5 enfants qui vivent là? Oui, et tu vis là? Tu as des couvertures pour toute la famille? Oui, j'ai des bricolés. Ça, c'est avant. S'il y avait du tourisme, on peut travailler, on peut gagner, parce que ce terrain-là, je l'ai acheté le temps où il y avait du tourisme. Je l'ai acheté à 350 000 ou bien 350 000, ça fait à peu près 1 000 €. Tu vois, et je l'ai payé le monsieur pendant 4 ans. Mais ces années fastes sont bien loin. Aujourd'hui, Kaber n'a même plus de quoi acheter des briques et du ciment pour finir sa maison. C'est parmi ces populations affamées qu'ACMI viendrait aujourd'hui recruter ses futurs combattants. Sur les bords de la Seine, le ministère des Affaires étrangères.
Gérard Guerrier, l'un des agents de voyage, a rendez-vous au centre de crise. C'est ici que la France décide du tracé des fameuses zones rouges. On mesure les effets du manque de tourisme dans la zone de Hattar notamment, où la pauvreté s'accélère. Si on pouvait éviter une Somalie à 2 heures d'avion de la France, ou 3 heures, ça serait pas mal. Ce qui veut dire son objectif, obtenir la modification de cette carte pour pouvoir ramener les touristes en Mauritanie. Mais Serge Mostura, le directeur du centre de crise, a de solides arguments à lui opposer. La zone rouge, c'est le premier rayon d'action d'ACMI. Ils partent de cette zone avec 4 ou 6 4x4, des types armés, et ils peuvent couvrir sensiblement cette zone en rouge. Algérie, Mali, Niger, au nom du principe de précaution, les pays de la région ont basculé en zone rouge. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? On interdit aux touristes d'aller à Chinguetti. Est-ce qu'on ne donne pas gain de cause à ACMI en faisant ça? Le but des terroristes, c'est de fragiliser les États. Donc nous répondons en augmentant notre aide, en développant nos programmes de coopération. Je ne pense pas qu'envoyer des touristes, ce soit la solution. Ce n'est pas en sacrifiant des touristes qu'on va rétablir l'économie de la Mauritanie. Il y a un risque. Le pays restera donc en zone rouge. Mais les amoureux du désert refusent de s'avouer vaincus. Certains vont chercher toujours plus loin de nouvelles destinations. Nous sommes de retour au Tchad, plein nord, aux portes d'un autre désert, le Tibesti. Ah ouais, là c'est super ça. Ça c'est un bel endroit. On peut faire un camp de base ici, l'oasis c'est pas très loin. Hassan, qu'est-ce que t'en penses? La région est encore totalement inaccessible aux touristes. Maurice Freund est en plein repérage. Pas merveilleux ici. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver des endroits où on est coupé du vent, dans lesquels on peut donc s'organiser pour faire la cuisine le soir et tout ça, quoi. Voilà. Pionnier des voyages sahariens, Maurice Freund est une figure du tourisme en Afrique. Il est le premier à avoir amené des touristes dans des régions réputées difficiles du Mali, du Niger ou de la Mauritanie, transportant jusqu'à 75 000 voyageurs par an. Il rêve de faire découvrir aux Occidentaux cette région du Tchad, dévastée par 40 ans de guerre. Avec le retour de la paix, il y a 3 ans, les autorités françaises ont officiellement sorti ce pays de la zone rouge. Tous les amoureux du Sahara rêvent de venir dans ce lieu-là, quoi. Et les endroits les plus forts. Et comme il a été inaccessible, le phénomène est rendu encore de manière plus évidente, plus forte, quoi. Mais ce site prometteur est à 4 jours de mauvaise piste de N'Djamena. Pour y amener des touristes, Maurice Freund s'est donc lancé un pari étonnant. Faya Largeau, l'unique ville de la région. C'est ici que Maurice Freund a découvert l'existence d'une piste d'atterrissage. Un aéroport du bout du monde, sur une base militaire que se partagent les armées françaises et tchadiennes. Son défi, faire atterrir ici un Boeing 737 avec à son bord 50 touristes français. Donc comme on peut constater, l'aéroport, le tarmac, il est vide. Il n'y a jamais eu d'avion civil, jamais de vol international. Donc c'est quand même une grande première. Pour des raisons de sécurité, les autorités françaises voient cette opération d'un mauvais œil. Commandant! Mais pas question d'y renoncer. Maurice Freund se prépare depuis 1 an avec les responsables locaux. Oui, on va y arriver. Hein. Mais il faut que ça réussisse. Absolument. Attention, même si nous sommes dans l'informel, il faut que ça réussisse. Avec le commandant de l'aéroport, Maurice Freund a dû remettre aux normes la piste d'atterrissage, réparant à ses frais les liaisons radio et acheminant ce camion de pompiers depuis le sud du pays. Mais il reste encore bien des difficultés, comme l'électricité. Pour fonctionner, l'aéroport dépend de ce groupe électrogène. Ça marche bien, le groupe électrogène? Oui, ça marche très bien, il va démarrer tout de suite.
La batterie faible. Batterie faible. Une démonstration qui laisse Maurice Freund songeur. Et ça marche au gazon. Ah oui. Et pour ouvrir au tourisme cette nouvelle destination, son parcours du combattant est loin d'être terminé. L'avion doit atterrir le lendemain. Mais un coup de théâtre menace de tout remettre en cause. Maurice Freund a réuni les responsables locaux de la sécurité. En général, bonjour. Voilà. Le gouvernement français lui demande d'annuler son vol à cause d'une rumeur d'attentat au missile Sam-7 contre son avion. Mais les Tchadiens contestent l'information. Armée, phrase que tout le monde se rassure que ici, quelle que soit la personne qui vient, on est au courant. Le Sam-7, c'est pas quelque chose qu'on met dans leur poche. Non, pour Maurice Freund, il s'agirait d'une fausse rumeur, relayée par les autorités françaises pour le dissuader d'amener des touristes dans la région. Depuis le moment où on a décidé de faire ce vol sur Faya-Largeau, nous avons des pressions de tous les côtés, et sans arrêt. Mais encore pas plus tard que hier, on a reçu encore un courrier supplémentaire des affaires étrangères françaises nous demandant d'arrêter cette opération. Donc, ce sont des arguments qui ne sont pas suffisants. Nous irons jusqu'au bout, mais toutes les pressions existent. Pour en avoir le cœur net, il se rend à la caserne de Faya-Largeau. Sur le terrain, les militaires français ne croient pas à l'hypothèse d'un attentat et confirment les informations des Tchadiens. Très bien. Rassuré, Maurice Freund décide de maintenir son avion. C'est le grand jour, il est 16h et la tension est à son comble. Sur cette piste, l'avion ne peut pas se poser de nuit et il a déjà 5 heures de retard. Oui, monsieur le directeur. Oui, bonjour. Ben écoutez, moi ça chauffe un peu parce que là, on va être coincé là. Vous donnez des consignes pour qu'il laisse partir l'avion? Ok, je vous remercie beaucoup, monsieur le directeur. On vous sent fatigué là. Là, je commence à saturer, oui. Et finalement, à l'heure de la prière, juste avant la nuit, celui qu'on n'attendait plus. Regardez les phares. Où? Qui voit des phares? Ah oui, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Terminé. L'avion est au sol. L'avion est au sol. Monsieur Maurice. Bravo pour vous. C'est fini. L'avion est au sol. Terminé. Un avion qui récompense 30 ans de passion pour le vieux lion du désert. Ils étaient 50 ce jour-là à débarquer à Faya-Largeau. Plus militants que touristes, venus tendre la main à des populations coupées du monde depuis 40 ans. À la découverte de cet espace aux frontières incertaines, souvent battu par les vents mauvais de la guerre et du terrorisme, mais où parfois, les rêves d'un homme peuvent encore devenir une réalité.